on est là. On va changer de la viande, on va passer au lait. On a avec nous les producteurs, Marie-Françoise, éleveur qui a transmis son exploitation de bretonne pinoire, et puis Cécile qui est en race de Poitevine. Mais quel bonheur, j'ai mis mon petit doigt dans la crème pour la goûter telle qu'elle est, la crème crue, c'est un pur bonheur aussi. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être que du bonheur, de toutes les manières. Hein, voilà. Mais là, on a une autre expression, on est toujours dans la vache, hein, parce qu'il faut bien voyez la capacité qu'une vache a de transformer de l'herbe pour faire des choses merveilleuses. De la côte de bœuf ou de la crème, et bien sûr du fromage. Et là, quand je goûte cette crème, on voit que, d'abord, c'est une crème de période estivale, c'est-à-dire que la fleur, bien, ce sont les froment du lait, et on sent qu'il y a de la fleur. Il y a la flore, voilà. On a vraiment la campagne. Là, on a le paysage qui est dans la crème. Et quand on l'a en bouche, Gilles de Galès parlait tout à l'heure de longueur de bouche, je l'ai entre 10-15 secondes parce qu'il y a toute explosion des saveurs et les arômes qui explosent sur le palais. Merci. Donc, crème de froment du Léon. Et comme le faisait remarquer Marie-Françoise, c'est froment du Léon, c'est la côte nord de la Bretagne. Et puis, il a plu plus qu'ici. D'où l'importance de la pluie. Cécile, vous le disiez hier, par rapport à la fabrication de fromage de brebis, vous êtes un peu handicapé par le manque d'eau. Oui, complètement. C'est vrai que là, bon, on a tous eu très chaud, hein, tout le monde. Les animaux en souffrent également. Et, par exemple, les chèvres vont boire énormément d'eau. Hein. Donc, c'est 9 à 10 litres d'eau par jour. Et bien sûr, l'eau, si elles ne boivent pas d'eau, il n'y a pas de lait. Hein. Ça va avec. Hein. Donc, forcément, il y a une petite baisse de la production, mais on s'adapte. Donc là, on a de la crème de froment du Léon. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec cet instrument cylindrique, Marie-Françoise, cette sorte de barrique? Cette barrique, ça s'appelle une baratte. Ça sert à fabriquer le beurre. C'est-à-dire que ça va secouer fortement la crème et il va y avoir une réaction physico-chimique et physique qui fait que la crème va se transformer en grain de beurre et en lait de beurre ou bas beurre. Et donc ensuite, on va extraire le lait de beurre. Et puis on va travailler le beurre, on va le rincer, bien le laver pour extraire tout le lait de beurre. Ensuite, on va le saler. Et ensuite, on va attendre un petit peu et puis on va le malaxer et puis le mettre en forme. Et il sera bon à être mangé. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc c'est mis en route. On a avec nous Benoît Alain qui est l'éleveur qui a permis d'obtenir cette crème de froment du Léon. Benoît, comment ça se passe l'élevage de froment du Léon? On disait tout à l'heure que grâce à la pluie en Bretagne Nord, vous aviez eu une herbe plus riche qu'ici en Bretagne Sud. Et puis la couleur de la froment du Léon, son lait, son beurre est particulier. Pour quelle raison? Alors nous, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque race a une spécificité. Et la froment du Léon, sa spécificité, c'est de fixer la bêta-carotène. C'est-à-dire que la bêta-carotène, c'est ce qui donne la couleur jaune aux carottes. Et nous, la froment du Léon, même sans manger de carottes, en fait, elle fait un beurre très jaune. En fait, elle fixe la bêta-carotène qui est présente dans l'herbe. Et en fait, au fil des saisons, vous allez avoir la couleur du beurre qui va se modifier, où il sera vraiment le plus jaune, voire quasiment orange. C'est au printemps, parce que c'est là que le taux de bêta-carotène est très élevé dans l'herbe. Et plus on va descendre dans la saison, jusqu'à arriver à l'hiver, quand on est au foin, le beurre, il reste encore plus jaune qu'un beurre du commerce, mais il tend quand même à descendre. Alors là, les animaux, la crème vient de chez Thierry Le Marchand à passer. Et ces animaux-là sont on appelle ça en mixte, c'est-à-dire qu'ils ont pâturage à 50% et ensilage d'herbe à 50%, ce qui fait qu'on n'est pas, on commence déjà en couleur à décliner. Mais ça n'empêche qu'on a quand même un produit qui va être très très jaune. Hein. Vous allez voir tout à l'heure ce qui va sortir. En plus, quand on baratte, en fait, de 10 litres de crème, on va sortir 1 kg de beurre. Donc, on va encore concentrer plus les éléments, la bêta-carotène, les globules gras, les omégas. Et donc, du coup, c'est ce qui donne ça après. Merci. On le verra cet après-midi. Donc, la réaction de beurre, la couleur du beurre. Oui, Richard. Je voulais qu'on parle des assiettes aussi, parce que les gens ont vu les assiettes qu'ils ont mangées. Alors, les assiettes, tu vas nous en parler des assiettes? Donc on a la chance d'avoir des magnifiques assiettes pour la présentation des plats. Vous avez peut-être vu là en dégustant les rillettes. C'est des assiettes réalisées par Véronique Lessieux. Vous avez un petit encart là qui explique son travail. Elle est située à Couéron. Et voilà, c'est une artiste et elle m'a fait ça pour mon restaurant. Chaque pièce est unique, c'est des assiettes faites à la main. Voilà, c'est absolument magnifique. Donc on a là effectivement vraiment toute
c'est-à-dire une liaison, une organisation, un équilibre entre l'assiette, ce que les cuisiniers y mettent, les couteaux qu'on a vu tout à l'heure d'Evan et Steinberger qui est allé parfaitement bien avec tout ça. On a donc cette harmonie, cet équilibre entre les outils, les ustensiles et les ingrédients de la nourriture. Et tout ça produit localement, ou si ce n'est pas localement, puisque l'acier des couteaux, évidemment, ne vient plus de la région, ne vient pas de la région, mais vient d'Allemagne, mais produit là aussi artisanalement, eh bien on a ce lien toujours direct entre l'artisan et le consommateur. Alors une côte de bœuf, Anthony, ça se cuit de quelle manière? Ça se cuit différemment suivant la température, si on la sort du frigo juste avant de la cuire, si on la cuit au barbecue, si on la cuit à la plancha, si on la cuit au four. Ça dépend des pays aussi, ça se mange fin, ça se mange épais. Chaque pays a sa façon de faire. On nous dit de ne pas saler la viande avant. En Espagne, en Galice, ils la frottent au sel avant de la cuire. Et on a un beau résultat aussi. Mais au barbecue, pas à la plancha. Donc il y a chacun sa technique. Il faut la maîtriser. Il vaut mieux maîtriser sa technique que d'en apprendre une qu'on ne connaît pas. Mais tu dis, ça dépend si on la sort du frigo. C'est un peu hérétique. Ça vaut mieux attendre quand même un certain temps avant de la mettre sur le feu ou sur la plancha après sa sortie du frigo. Oui, sauf que dans un restaurant, si la personne demande une côte de bœuf ou une entrecôte, on ne va pas laisser un train de côte dehors s'il n'y a pas de commande de côte de bœuf pour un client. Donc on est obligé de la laisser au frigo temporairement. Ça fait partie des contraintes inhérentes au métier. Donc c'est pour ça que je ne mange pas de côte de bœuf au restaurant. Voilà, il faut donc acheter une côte de bœuf soit chez un éleveur, soit dans un magasin de circuit court pour être sûr déjà d'avoir une bonne qualité. Et là, on a une belle entrecôte. Je m'éloigne parce que ça donne faim. Alors, le beurre. Ah ben voilà. Est-ce que, voilà, on peut avoir une image du beurre et puis il y a un liquide dans le fond là. C'est quoi ce liquide? C'est le lait de beurre ou bien bas beurre ou bien lait ribot. Donc la crème s'est transformée en beurre et en lait ribot. Donc maintenant on va soutirer, donc on va extraire le lait ribot pour avoir que le beurre qui va rester dans la baratte. Et on va faire quoi du lait ribot? On va l'utiliser pour manger avec des crêpes? Avec des pommes de terre ou avec du riz, enfin le lait ribot ou à le boire comme ça directement. C'était très très consommé autrefois dans les campagnes. Ben, ça me rappelle ma jeunesse, hein, puisque effectivement en face de chez moi il y avait les bretonnes pinoires et on allait prendre ce qu'on appelait nous le lait-smesque en bigoudin. Et le beurre, est-ce qu'il est bon à consommer tel qu'il est là? Non, il faut encore le travailler, c'est-à-dire qu'on va bien le rincer. On va le rincer plusieurs fois avec de l'eau froide et le malaxer pour enlever toute trace de lait de beurre, toute trace de lait ribot. Et ensuite, on va le saler. Ou bien on peut le manger comme ça directement, mais par chez nous, on mange du beurre salé, voilà. Et donc ensuite, on va encore le remalaxer et là, il sera bon à être mangé. Une précision, je reviens sur le lait ribot, parce que dans le commerce, dans les grandes surfaces notamment, on trouve ce que les industriels appellent le lait ribot, mais qui n'a rien à voir avec le lait le bas beurre. Le lait ribot qu'on trouve dans le commerce, c'est en fait un lait caillé battu. C'est bon aussi, mais c'est pas du lait de beurre. Voilà, il ne devrait pas, originellement, s'appelait lait ribot, du moins de ce qu'on en connaît, nous, de notre culture. C'est pour ça que moi, je préfère dire que c'est du lait de beurre. Comme ça, c'est parlant pour tout le monde. Comme ça, on évite cette confusion terminologique. Il y a encore un coup de malaxage pour finir, voilà, on le voit bien d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais les derniers
les derniers laits Ribot. Sur cette table-là, en fait, ça va servir. Benoît, pour quelle raison Marie-Françoise rajoute-t-elle de l'eau sur le beurre alors qu'elle vient d'extraire déjà un premier liquide, le lait de beurre? Eh ben, en fait, en rajoutant de l'eau, en fait, on va vraiment laver le beurre dans son ensemble, en fait, parce que là, on a le lait de beurre qui est sorti. En fait, c'est le lait de beurre qui est à l'extérieur de la motte de beurre, et en fait, il reste tout le lait de beurre qui est à l'intérieur. Et en mettant de l'eau, en fait, on sature en liquide, et du coup, ben, on voit bien, hein, quand vous mettez 1 litre d'eau et un peu d'huile par-dessus, l'huile remonte. Et ben là, c'est la même action, en fait, c'est ressortir tout ce qui reste. Et en fait, pourquoi on lave vraiment bien le beurre? C'est ça qui fait que le beurre va se conserver pendant un laps de temps un peu plus long, parce que là, on est sur des beurres au lait cru, donc forcément, avec des dates de limite de consommation plus courtes. Et en fait, un beurre qui rancit, souvent, c'est un beurre qui a été mal lavé. Et donc, en fait, ouais, le beurre est très consommateur en eau. Et après, en fait, tout l'eau, on va dire, supplémentaire est enlevée par malaxage. Là, tout à l'heure, cette machine-là, elle tourne dans deux sens. Quand on fait de la chantilly dans un premier sens, et après, là, en fait, on tourne dans un sens beaucoup plus lent. Et ça, c'est une phase de malaxage. Vous voyez, là, en fait, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra, avec la caméra, mais en fait, à l'intérieur, en fait, c'est comme si on brassait le beurre avec de l'eau, et en fait, ça se mélange et ça le lave. En fait, on dit bien, on lave le beurre. Là, on lave le beurre, en fait, et vous voyez bien, de l'eau claire sort là déjà une eau un peu blanchâtre, et donc on va laver jusqu'à ce qu'on arrive à un produit. Alors, chacun a sa technique de lavage. Là, je sais pas, il va peut-être faire 1 ou 2 lavages, et donc là, pour le coup, là, on peut le faire tourner comme ça, et une fois que ça va être bien clair, après, on va pouvoir on va les saurer, en fait, on va continuer à le malaxer sans eau. Cécile, est-ce qu'on pourrait imaginer faire du beurre avec du lait de brebis? De chèvre. Oui, pardon, de chèvre. Alors, Poitevine en plus. oui, on pourrait, tout à fait, sauf qu'on n'a pas la même quantité de lait. La chèvre poitevine va donner entre 1 à 3 litres de lait par jour en fonction de la saison. Une vache va donner entre 8 à 12. Alors, il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait pour faire de la crème d'abord et ensuite du beurre. Mais sur le fonctionnement, oui, bien sûr. Ça serait... Techniquement, c'est possible. Voilà. Donc là, l'eau, elle est effectivement quasiment claire. Oui, oui, bah là... Allez, non, c'est pas bon. Allez, c'est pas bon. En fait, Donc, j'ai pas l'œil expert. oui, oui, puis en fait, on va avoir deux rinçages. Hein. Il va falloir, on va remettre de l'eau encore pour jusqu'à arriver à un produit. Après, il faut faire attention. C'est pareil, faut éviter. Enfin, il y a un juste milieu à trouver. Et là, il y a du savoir-faire en fait. Après. C'est l'expérience. On en parlait tout à l'heure. On a eu vous avez eu entre vous, professionnels, un débat sur la valorisation des races locales et de leurs produits. Ça veut dire que la formation est importante là aussi pour savoir comment faire du beurre. Bah, en fait, pour faire du beurre, il y a deux choses qui sont hyper importantes. Il y a la matière première qui sert à faire le beurre, la crème, enfin le lait d'abord. On va dire 3 choses même. Le lait, quel lait, comment on traite, enfin les pratiques de traite. Parce que la lipolyse, en fait, la dégradation de la matière grasse par la machine à traire peut être un problème. Après, il y a la deuxième chose, la phase de maturation de la crème. Comment on l'acidifie, à quelle vitesse,
quel cycle, c'est là qu'interviennent des gens comme Pierre Legrand, ou parce que chez nous, par exemple, Pierre Legrand a bossé avec nous. Et après, la troisième phase, c'est le barattage. Donc, c'est vraiment un savoir-faire qui dure. Normalement, par exemple, chez nous, on barate la crème de la semaine d'avant. Donc, on a une semaine de maturation sur nos crèmes avant de la barater. Chez nous, on barate toujours le mardi, et c'est toujours la crème de la semaine d'avant qui est baratée. Et vous la conservez au froid, bien évidemment. Ouais, alors chez nous, elle a des cycles d'acidification. Donc, en fonction de la température à laquelle elle est mise, elle va rester 30 ans de temps à température ambiante. Après, elle va passer à 4 degrés. Et certaines fois, si on trouve qu'elle n'est pas comme elle nous convient, on la ressort. Elle remonte en température. Donc, elle recommence un processus d'acidification. Et là, une fois que, c'est pas moi, c'est mon épouse, une fois qu'elle a vu qu'elle lui convient, elle la remet au frigo et la stocke comme ça à 4 degrés. Est-ce qu'on peut imaginer, on était tout à l'heure sur le train de côte qui a maturé 3 mois, est-ce qu'on peut imaginer pour vos crèmes des maturations vraiment longues aussi, de l'ordre de 15 jours, 3 semaines, 1 mois peut-être, ou c'est vraiment un non-sens? Alors ici on ne le fait pas, mais je sais qu'en Australie, nous on a rencontré des Australiens qui font du beurre mais à plus grande échelle que nous. Eux, ils sont sur des maturations de l'ordre du mois. Donc par contre, après techniquement, je pense que c'est possible, mais dans ce cas-là, il va falloir adapter les ferments qu'on met à ça. Nous, comme on travaille souvent avec des ferments indigènes qui ont des durées de vie quand même relativement courtes et dont on ne maîtrise pas beaucoup de paramètres, je pense que dans nos systèmes à nous, ça doit être assez compliqué de le faire. Mais après, ça peut se bosser, mais avec des gens... là, pour le coup, il faut s'entourer de gens compétents, quoi. Mais là, non, je veux dire, structurellement, il n'y aurait pas d'incohérence à le faire. Non. Après, il y aura peut-être une question sanitaire à voir. Parce qu'en fait, le sanitaire, c'est quoi? C'est un équilibre entre les bactéries, des bonnes bactéries, les mauvaises bactéries, et savoir est-ce que les mauvaises bactéries, entre guillemets, ne prendraient pas le dessus sur les bonnes. Et voilà, c'est pour ça que là, ce serait peut-être un peu... Mais ça se travaille. Alors, on va voir où on en est de notre beurre. On en est où, là, Cécile? Là, on est toujours dans le lavage et le rinçage. Voilà, de façon à évacuer le maximum, comme disait tout à l'heure Marie-Françoise. Donc, voilà, on lave encore. On va encore laver une autre fois. Ça s'éclaircit, hein, mais on voit que c'est pas encore de l'eau toute claire. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est beaucoup de temps le beurre, tu vois. C'est pas parce que c'est électrique que ça ne prend pas de temps. Alors oui, Benoît va nous repréciser les quantités entre combien de lait, combien de crème, combien de beurre. Grosso modo, on dirait quoi 20 litres de lait, en moyenne, font un litre de crème. 20 litres de... Non, comment ça? Alors, Marie-Françoise. Quand moi je faisais avec ma crème, et je pense que c'est pareil, pour 10 litres de crème, j'avais 6,5 kg de beurre. Mais pour avoir 10 litres de crème, combien de litres de lait? Eh bien, à peu près 100 litres de lait. Donc 100 litres de lait, 10 litres de crème et 6 kg de beurre. Effectivement, c'est des proportions qui laissent quelque peu rêveur. C'est comme pour les fromages. Ah ouais, les fromages, c'est pareil. Hein. Je dirais que c'est presque... Alors pire, ça se dit pas, c'est pas français, mais on ne vend pas le beurre suffisamment cher par rapport à tout ce que ça représente. Enfin, Ramener au litre de lait, ramener au litre de lait, je pense qu'on est loin. c'est le produit qui est le moins... Alors c'est le produit, effectivement, on parle de prix. Le prix, proportionnellement, le prix du kilo de beurre par rapport au litre de lait, c'est ce qui est le moins valorisé. Ouais, mais après, en fait, le beurre chez nous, par exemple, il est dans une gamme. Et donc, dans cette gamme-là, en fait, chez nous, on ne peut pas acheter que du beurre. Vous achetez forcément d'autres produits, du fromage blanc, tout ça. Et par contre, c'est un excellent produit d'appel parce que ce genre de beurre-là, vous êtes addict. Hein. Vous goûtez une fois, c'est fini. Hein. Vous avez mis le nez dedans, c'est mort. Hein. Et en fait, c'est juste ça. Et après, c'est comme les fromages. Hein. Il faut des fois 10 litres de lait pour faire 1 kilo de fromage, 10, 11 litres de lait. Donc forcément, vous regardez... on garde le meilleur du meilleur. Donc forcément, ça a un prix. On parlait de proportions, on l'a vu tout à l'heure, elles sont toujours là, les bûches que vous avez fait hier. C'est pareil, c'est la même chose. Hier, rappelle-toi, donc quand on a moulé la bûche, on a mis du caillé jusqu'en haut. D'accord? 4 fois, on a mis 4 louches.
Et aujourd'hui, on va avoir une bûche à peu près donc fraîche là de 260 grammes. Donc une bûche affinée du 10 jours, elle va faire 200 grammes. Voilà, c'est la même chose. Donc on a effectivement du mal, lorsqu'on les voit en magasin, d'imaginer la quantité de lait pour faire ce bout de fromage qui nous semble pourtant relativement grand pour ce qui concerne une bûche. Tout à fait, complètement. Et c'est vrai que là, c'est pareil. On a encore beaucoup de pertes, beaucoup d'humidité à évacuer. Donc bon, on peut déjà quand même un petit peu la démouler. Elle sera démoulée que demain, sinon elle s'écroule. Donc aujourd'hui, on a une bûche à peu près là, de 260-70 grammes. Voilà. Une fois affinée, elle va faire 200 grammes au bout de 10 jours. Voilà, donc ramener au litre de lait. Voilà, il faut bien faire attention à sa valorisation et ne pas se tromper. Parce que les gens peuvent dire parfois, ah là là, c'est un certain prix quand même. Hein, voilà. Ben oui, mais quand on voit tout ce qui s'est passé avant ce moule, il faut le considérer. Et les heures de travail qu'il faut pour remplir le moule manuellement à la louche. Oh, bah, elle est pas mal claire là, cette eau là, Marie-Françoise, non? Donc elle est quasi transparente, mais c'est pas encore bien, nous dit Marie-Françoise, qui est exigeante et c'est normal et sur le travail pour avoir un beurre. Ah, ça va déborder. Tiop. Voilà, on va le laisser. Alors, un petit problème de récipient, de volume. On n'a que des petits seaux. Le grand seau a disparu. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore dégusté la côte de bœuf, il n'y a plus. Tu n'as pas droit. Bon, alors on n'en parle pas. Vous n'avez rien entendu. Allez hop, un dernier coup. Et là, donc, Cécile est partie chercher le beurre qu'on a fait hier et elle va vous le faire déguster si vous voulez. Il a juste l'inconvénient peut-être d'être un tout petit peu salé. Oh, mais ça, c'est un inconvénient qui n'est pas un inconvénient. Donc, pour ceux qui souhaitent, après avoir pu déguster un petit bout de côte de bœuf nantais, c'est le beurre de Froment du Léon. Qui vient d'où le lait? Déjà, tu l'as rappelé, Benoît, il vient pas de chez toi? Non, il vient de chez Thierry Le Marchand à passer à côté de Rennes. Combien d'éleveurs de Froment du Léon sur la Bretagne? Alors, il y a 70 éleveurs en tout, mais on est 5 éleveurs professionnels. C'est-à-dire on est 5 éleveurs transformateurs. Est-ce que le nombre va s'agrandir dans les années qui viennent? Ouais, il y a des installations. Après, c'est comme tout, le pas de temps, on pourrait le trouver un peu long, mais voilà, il y a le temps administratif, le temps de se former, le temps de trouver les animaux, après de monter un projet avec un labo, voilà. Tous les projets avec transformation laitière sont forcément assez longs à monter, parce qu'il faut monter des labos, Mais là aujourd'hui, on sent il y a quand même le consommateur change, mais on sent qu'en agricole, ça bouge aussi, quoi. Merci à vous, merci à tous.